Et donc, je vous rappelle que nous avions envisagé déjà dans cette longue présentation du gouvernement de Louis XIV, du gouvernement personnel, du règne personnel de Louis XIV, que l'on avait envisagé les idées du roi, son coup d'État, on pourrait dire, son coup de majesté, enfin sa prise de pouvoir personnel en 1661, et puis comment il avait organisé, on peut dire de façon définitive, les conseils de son gouvernement, les sections du conseil, puisqu'il n'y a qu'un seul conseil, mais divisé en plusieurs sections, et qu'il avait en particulier inventé ce Conseil royal des finances, qui est la grande nouveauté du gouvernement de Louis XIV, la suppression du surintendant et la création de ce Conseil royal des finances. Et je pense que nous nous en étions arrêtés là. De fait, c'est un peu une illusion, c'est même une grande illusion. Le contrôleur général des finances, en l'occurrence le ministre Colbert, laisse faire à Louis XIV, semble-t-il, tout le travail finalement de paperasserie dans ce Conseil royal des finances, ce conseil de gouvernement qui se rassemble de 2 à 3 fois par semaine, 3 fois en 1661, 2 fois à partir d'avril 1665. Dans ce Conseil royal des finances où se trouve le roi, eh bien, Colbert expose les grandes lignes de la politique financière, donne les chiffres, qu'ils soient en plus ou en moins, et puis le roi, dans un grand livre, n'est-ce pas, fait ses additions, ses soustractions, et a l'illusion de maîtriser cette matière des finances qui en soi est immaîtrisable. Saint-Simon dit que le contrôleur général des finances a fait du roi un grand écrivassier. De fait, ce Conseil royal des finances va être un conseil plus d'apparat que de réalité. Tout se fait dans le contrôle général par le contrôleur et ses intendants de finances, rien à voir avec les intendants de province, et les grandes décisions, les vraies décisions se prennent au contrôle général des finances et non pas dans le Conseil royal. En particulier, lorsqu'il faudra mettre sur pied de nouveaux impôts, une nouvelle politique fiscale, à la fin du règne, pour des raisons particulièrement graves de déficit budgétaire, la capitation en 1695, qui est le premier impôt général par tête, caput capitis, et puis en 1710, vous avez le 10e, qui est un impôt qui va être en quelque sorte levé sur les revenus, eh bien c'est décidé en tête-à-tête entre le contrôleur général, ses intendants et puis le roi bien sûr. Le 4e conseil de gouvernement, c'est le conseil royal du commerce. Alors c'est un conseil qui est éphémère, il ne dure que de 1664 à 1676. Ce conseil a pour but de régler la grave politique commerciale, la grave politique économique. Tout repose sur le commerce, tout, pas exactement. Nous verrons qu'il y a une évolution à l'époque de Colbert, mais au début du gouvernement personnel de Louis XIV, c'est le commerce qui est considéré comme le nerf de l'économie. Donc le Conseil royal du commerce a pour but de développer celui-ci. Nous verrons comment. On trouve dans ce conseil le roi, le chancelier, le chef du conseil royal, c'est-à-dire du conseil des finances,
Colbert, donc l'intendant général et qui deviendra contrôleur général, le tellier, c'est-à-dire le chancelier, Lionne, c'est-à-dire le responsable des étrangers, c'est-à-dire des affaires étrangères, et puis d'autres conseillers secondaires qui prendront la suite, n'est-ce pas d'ailleurs, du chancelier à Ligre ou de Sèvres. Tous les 15 jours se tient ce conseil qui finira par s'espacer, ces réunions se finiront par s'espacer et il disparaîtra. C'est une parenthèse. Une parenthèse qui est lourde de signification parce que ça signifie que le travail en conseil n'est peut-être pas la forme la mieux adaptée pour une efficacité gouvernementale moderne. Quatrième conseil, le conseil de conscience. Alors là, c'est une invention, on l'a vu, de Louis XIII, Richelieu, Louis XIII, Anne d'Autriche, exactement sur l'idée de son mari, a mis sur pied ce conseil en mai 1643 et il regroupait le ministre principal, Mazarin, et puis des évêques de Lisieux, l'évêque de Beauvais, mais qui seront exilés à cause de la Fronde. Ils ont pris plutôt parti contre Mazarin, et puis, bien sûr, M. Vincent de Paul. Je vous signale, entre autres, que de Paul s'écrit en un seul mot, et non pas en deux mots, comme on le trouve régulièrement pour toutes les biographies de Saint-Vincent, M. Vincent, Vincent de Paul. Il sera responsable, ce conseil de conscience, des mesures essentielles contre les protestants, mais aussi la nomination des évêques. Et tant que Vincent de Paul sera la conscience du conseil des consciences, eh bien, les nominations seront remarquables. En 1661, il va y avoir quelques d'autres évêques, n'est-ce pas, qui vont remplacer les exilés, et puis la mort de Mazarin, mais finalement, à partir de 1660, donc c'est en 1661, on trouve en l'occurrence le confesseur du roi, le père Anna, un jésuite, mais aussi deux évêques, Ardouin de Périfix, qui est l'un des précepteurs du roi Louis XIV, qui va être nommé archevêque de Paris, que l'on dit avoir peu de rayonnement, peu de personnalité. Et puis Monseigneur de Marca. Les trois étant décédés, le roi ne tiendra plus de conseil de conscience, il verra avec son confesseur directement les nominations des évêques et des abbés. C'est ça qui est essentiel pour l'Église gallicane, pour la puissance, pour le développement de la réforme tridentine, la réformation générale de l'Église, et qui de fait va atteindre un zénith sous Louis XIV grâce aux évêques. Un choix remarquable d'évêques. Et le reste des affaires religieuses seront traitées plutôt par les secrétaires d'État, et en particulier le secrétaire d'État à la RPR, religion prétendue réformée, c'est-à-dire au protestantisme, et qui va travailler ardemment, en particulier à cause de la marche à la révocation de l'édit de Nantes qui se fait en octobre 1685. Et cette marche à la révocation de l'édit de Nantes est l'événement majeur de la politique religieuse sous ce gouvernement personnel de Louis XIV. Le roi verra donc son confesseur pour la nomination du personnel ecclésiastique les vendredis matins. Et puis nous avons les conseils d'administration, conseils d'État ou des partis, instruments de l'absolutisme, conseils d'État ou encore conseils privés. On y trouve là des conseils d'État, des maîtres des requêtes. Louis XIV, il viendra au début de son règne, un peu moins après. Il se tient 2 fois par semaine. Sa compétence, ce sont les requêtes en cassation et en évocation. Donc la cassation, c'est lorsque le roi casse un jugement d'une instance inférieure, d'une juridiction inférieure, un parlement par exemple, ou plus bas encore, un présidial ou un tribunal de bailliage, et qu'il demande alors rejugement par une autre juridiction ou par lui-même d'ailleurs. Ou alors évocation, c'est-à-dire lorsqu'il appelle à son conseil
évoquer, hein, évocare, vocation, il appelle d'une juridiction à son conseil pour juger l'affaire. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la justice retenue. Elle n'est pas déléguée, elle est retenue par le roi. La justice déléguée étant donnée, n'est-ce pas, aux officiers de justice, de judicature. Il va y avoir des règlements qui vont se succéder pour ce Conseil d'État privé, parce que on se rend compte que les rapporteurs, ceux qui viennent pour instruire, rapporter donc les procès, les affaires, et que alors ensuite on puisse juger dans ce conseil et donner une sentence juste, eh bien on se rend compte que bien des rapporteurs avaient été corrompus par l'une ou l'autre des parties. Donc il est nécessaire de mettre de l'ordre, et c'est le cas de ces règlements qui essaieront de porter remède en janvier 1673 et en octobre 1674. Ça ne sera d'ailleurs pas suffisant parce que on voit là, c'est une matière délicate, n'est-ce pas? Et donc, de nouveau, on aura des règlements qui viendront peaufiner ce conseil d'État ou des partis. On a encore, à la fin du règne, en 87, enfin la deuxième partie du règne, et en 1701, des règlements qui essaieront d'améliorer le fonctionnement de ce Conseil sans jamais vraiment y arriver, puisque nous avons encore un arrêt du Conseil sur le sujet du 3 février 1714. C'est l'extrême fin du règne de Louis XIV. Alors, en même temps que le Conseil d'État se charge de régler d'administrer la justice du roi personnelle, la justice retenue, eh bien, il joue aussi le rôle de bureau de commerce. Donc, une commission extraordinaire de ce Conseil d'État et des privés ou des partis va se charger des questions de commerce, abandonnées par ce éphémère Conseil du commerce et ressuscité en juin 1700. Cette commission va travailler jusqu'en 1722, donc au sein de ce Conseil d'État et des partis, sans arriver d'ailleurs à s'imposer, puisqu'elle est supprimée en 1722, et vous le savez peut-être pourquoi. Il y a un crash financier, c'est le crash, si j'ose dire, c'est la banqueroute du financier écossais Lass, donc ça s'écrit là-haut, mais ça se prononce Lass, et 1 milliard de dettes, n'est-ce pas quand même, qui vont gréver une banque toute nouvelle, construite par le financier écossais pour le roi Louis XV, en l'occurrence pour le duc d'Orléans. Il s'agit de la première banque royale, la première banque de France, si vous voulez. Alors donc le Conseil royal du commerce sera emporté par ce chaos financier et disparaîtra en 1722. Dans ce bureau du commerce, on trouvait des conseillers d'État, 3 conseillers d'État, des secrétaires comme le secrétaire d'État à la marine, c'est important, le contrôleur général bien sûr, des maîtres de requête, 6 maîtres de requête qui sont en fait des intendants de commerce. Et ces intendants de commerce sont les directs collaborateurs du contrôleur général des finances. Donc, le contrôleur général se trouve être flanqué de 6 intendants des finances d'un côté et de 6 intendants de l'autre côté de commerce.
C'est là que l'on voit l'importance de cette partie économico-financière du gouvernement. On trouve aussi dans ce bureau de commerce 2 fermiers généraux. Vous savez, les fermiers sont chargés de prêter au roi et de lever les impôts, directs ou indirects. Et puis, des députés des chambres des commerces, 13 députés de chambres des commerces qui sont décentralisées dans les villes les plus importantes, les villes commerciales ou villes portuaires en particulier. On voit donc dans ce bureau de commerce l'union des gens du roi avec les représentants de l'industrie. C'est tout à fait symptomatique de l'importance que le poste économique prend au sein du gouvernement royal, au point qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est le plus important, des finances ou de la guerre, des finances ou de la guerre diplomatie, de Colbert ou de Louvois, si vous voulez. Et de fait, ils vont se faire la guerre, les deux, et Colbert sera toujours à critiquer Louvois pour ses opérations militaires, qui coûtent très cher, et Louvois sera toujours à mettre dans l'embarras Colbert, et sera embarrassé par Colbert, qui ne veut pas lâcher ses livres pour armer ses armées. Alors voilà le Conseil d'État privé. Vous avez aussi un Conseil d'État et des finances, c'est le même personnel, mais qui va se charger de la matière financière, des procès en finance, des difficultés que l'on a avec les privés, que le roi a avec les privés, pour des questions souvent de fiscalité. Son histoire est mal connue. Il existe avant, il est maintenu explicitement par Louis XIV. On avait eu l'intention presque de le supprimer. Mais donc le roi, en septembre 1661, a bien confirmé que ce conseil demeurerait comme tel, et ainsi qu'en avril 1674. Ce conseil existe encore, il est mentionné dans le règlement du conseil de août 1687. Cependant, voilà que ce tribunal spécialisé dans les finances n'est plus mentionné nulle part après février 1697. Que s'est-il passé? Il a disparu. Pourquoi? Parce que les affaires contentieuses en finance sont d'une telle difficulté, n'est-ce pas, peuvent prendre une telle longueur de temps que, eh bien, le contrôleur général attire à lui tous les procès, dans un souci d'efficacité. Donc, les affaires seront systématiquement traitées par le contrôleur général avec les 6 intendants de finances, et de fait, les séances de ce Conseil d'État et des finances vont s'espacer de plus en plus. Il semble bien qu'à partir de 1666, donc déjà en 1666, le Conseil des finances, le Conseil d'État et des finances, n'a plus d'importance, n'a plus de véritable existence, mais on le conserve parce que on ne veut pas que apparaisse cette évolution de la politique et de la pratique gouvernementale, qui est finalement de remplacer les conseils, les délibérations des conseils, par l'administration des ministres seuls, ou avec un petit groupe d'instruments, un petit groupe de collaborateurs. Ensuite, vous avez la grande et la petite direction des finances, qui ont pour but de régler alors les questions aussi, n'est-ce pas,
des questions de finances et aussi souvent des questions alors d'application, des questions régler des détails, et puis recevoir aussi des doléances et des plaintes, mais qui en général n'avaient pas besoin d'être évoquées jusqu'au roi. Enfin, on peut signaler l'Assemblée des intendants de finances. C'est encore un conseil d'administration. Cette fois-ci, il va prendre vigueur dans la deuxième partie du règne personnel, 1690. L'Assemblée des intendants des finances n'est pas un conseil. C'est un regroupement de ministres, donc d'intendants, de collaborateurs directs du contrôleur général. C'est une assemblée qui est donc officieuse. Elle a été spécialisée, on peut dire, elle a été créée par Pussort, un des successeurs de Colbert, le contrôle général. Elle a pour but de créer les ressources et d'ordonner les dépenses. Alors, les intendants de finances, spécialisés dans ces deux fonctions, ont été créés d'abord par Colbert, 2 sous Colbert, puis 6 sous Pontchartrain en février 1690. Et donc, à partir de ce moment-là, le conseil, cette assemblée des intendants de finances s'impose. Il faut qu'ils se retrouvent pour discuter, se mettre d'accord sur la politique. Et donc, ils avaient un rôle essentiel pour les affaires importantes, les mettre au point et préparer la décision pour le roi et ses ministres. En 1697, dans un des règlements du Conseil, il est indiqué que cette Assemblée des intendants de finances avance la décision des affaires principales entre le roi et les gens de finance. Un 7e intendant sera rajouté SIC des finances sous Desmarais, qui est le dernier contrôleur général des finances. On a fait le tour à peu près de ce gouvernement royal de Louis XIV. L'évolution a été rythmée, les modifications, les changements dans ce conseil, souvent par les nécessités du moment et qui sont des nécessités militaires. Alors, il y a une idée générale, un travail d'ordre, efficace, rapide. Et puis ensuite, la mise en place garde un côté très empirique. Donc, il y a des nécessités qui surviennent en raison donc de essentiellement de la guerre à mener et à gagner et des ressources nécessaires pour cela. Donc on remarquera le Conseil royal des finances, 1661, donc c'est la création de ce Conseil royal des finances. Il s'agit de mettre de côté Fouquet et toute sa dynastie, pourrait-on dire, de financiers. C'est une nécessité, en tout cas elle apparaît comme telle pour Louis XIV, et donc il faut justifier cette suppression du surintendant des finances, ou cette suppression de Fouquet et des siens, par la création du Conseil royal des finances. 1666, c'est la remise en ordre des conseils, cela correspond à la guerre de Hollande. Les règlements vont venir, donc j'en ai parlé en 1674 et 1673, 1674, et la troisième chose donc c'est cette disparition petit à petit du Conseil d'État et des Finances, cette mise en sourdine et puis cette disparition, elle doit être officialisée à un certain moment, c'est le règlement de 1687.
Puis il faudra faire face à la Ligue d'Augsbourg. Pontchartrain crée ses intendants, ses 6 intendants de finances. Il faudra pallier aux difficultés rencontrées pendant les guerres de succession d'Espagne. Alors c'est la création des nouveaux intendants en 1708, donc démarré. C'est les nouveaux intendants, le 7e intendant de finances et les nouveaux intendants du commerce. Voilà comment fonctionne, n'est-ce pas, voilà comment fonctionne ce système, on pourrait dire, qu'est le nouveau Conseil du roi. En conclusion, eh bien, en conclusion de cette section, de ce chapitre plutôt, eh bien, c'est M. Mounier qui fait ses réflexions dans un ouvrage qui s'intitule « Le Conseil du roi de Louis XII à la Révolution », paru en 1970. Il dit, eh bien, on a globalement 4 grands conseils, ou 4 grands types de conseils. Le Conseil des affaires, qui va se replier sur la politique générale, les grandes décisions en politique générale, intérieure ou extérieure au royaume. C'est vraiment un conseil de gouvernement. Le Conseil d'État et des finances va se charger de l'administration du royaume. Le Conseil d'État et des finances s'occupe donc essentiellement des finances. Ça n'est plus un conseil, ça n'est pas un conseil du gouvernement, c'est un conseil d'administration, c'est-à-dire un conseil qui se charge d'appliquer les grandes décisions qui ont été prises en matière financière. Le Conseil royal des finances, qui est prolongé en fait, qui est remplacé, qui de fait est l'homme de paille du contrôleur général des finances, a pour but de trouver les ressources et de régler les dépenses, là aussi pour gouverner. Et le conseil privé ou des partis dont on a parlé a pour but la justice retenue. C'est encore pour administrer. C'est là un des instruments d'absolutisme. Alors, conseil privé ou des partis, oui, peut-être va perdre d'importance ou va en gagner. De fait, tous les conseils, peu ou prou, deviennent des conseils d'administration, à part le conseil d'en haut, avec le conseil des affaires étrangères. Alors c'est là que l'on voit que ce conseil royal devient de plus en plus un conseil d'administration, un conseil spécialisé dans l'administration. Il faut pour cela un personnel compétent, de plus en plus nombreux, des hommes particulièrement forts, on pourrait dire. C'est cette section 4 qui va nous introduire au ministre. Personnel très réduit. Ces ministres sont peu nombreux. Vous avez un chancelier, vous avez le contrôleur général des finances, vous avez 4 secrétaires d'État, donc la guerre des étrangers, la maison du roi, la RPR et 13 provinces. Ce 4e secrétaire d'État, près de 57% du territoire est administré par lui. Donc, de fait, on aurait tendance à parler d'une bande des 6 que je viens d'énumérer. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Il va y avoir des personnalités qui vont s'imposer, militaires, Turenne, Villars. Vous avez des hommes du roi qui seront dans le conseil d'en haut, sans portefeuille, mais avec une influence certaine. Le duc de Beauvilliers, le dauphin, qui meurt très tard, je crois, en 1710, et donc il va avoir malgré tout une influence importante dans le règne de Louis XIV. Le duc de Bourgogne, qui est le petit-fils, qui devait succéder à Louis XIV, mais il fut emporté par la rougeole en 1712. Et puis vous avez des départements périphériques importants qui se constituent ou qui se développent. Donc le conseil de conscience, c'est-à-dire les confesseurs du roi, qui sont en grande partie, qui sont toujours, de fait, des jésuites. Et puis il y a le lieutenant général de Paris, Gabriel Nicolas de la Reynie.
c'est une création dont on va reparler, qui est essentielle pour la bonne administration de la capitale. La bonne administration dans tous les domaines. Larénie, donc ce lieutenant général de Paris, est chargé d'abord de la sécurité et ensuite de la bonne marche de toutes les affaires de la capitale. Il y a le surintendant des bâtiments du roi. Il y a aussi le surintendant des postes et des relais de France. Et enfin, on peut parler encore de ce directeur général des fortifications qui est Lepelletier de Souzy en 1691. Ce ne sont pas des ministres, ce ne sont pas forcément des ministres d'État, ils ne font pas partie de la bande des six, mais ils ont un rôle essentiel et ce sont des gros travailleurs, ce sont vraiment les hommes du roi. On peut signaler ensuite, en plus de ces départements périphériques importants, les employés du contrôle général des finances. On en a parlé, ces fameux intendants de finances, ces intendants de commerce, ces conseillers, ces fermiers généraux. Saint-Simon appelle cela autant de tiercelets de ministres. Voilà. Tiercelets, des ministres, un tiers de ministres, si vous voulez. Ce n'est pas des ministres totaux, ce n'est pas des ministres complets, on pourrait dire. Ils ne sont qu'un tiers, c'est déjà beaucoup. Ils ont donc tous des pouvoirs, un rôle important. Ils sont dans la main du roi. C'est-à-dire que, d'abord, Louis XIV les utilise au service de l'État. La gloire du roi est le bien de l'État, répète Colbert. La gloire du roi est le bien de l'État. Ils sont rivaux les uns avec les autres. Colbert contre Fouquet, Colbert contre Le Tellier. Et ensuite, la famille Lepelletier qui va s'opposer avec les restants, on peut dire, des premières dynasties de ministres, Colbert et Le Tellier. Le roi les domine et il utilise leurs compétences, et leurs compétences parfois opposées, et leur rivalité, leur ambition opposée. Le Tellier et Colbert ne sont pas trop bons amis, dit l'ambassadeur Primi Visconti dans ses mémoires, ambassadeur de Venise. Ils ne sont pas trop bons amis, c'est le moins qu'on puisse dire. L'un voulant primer sur l'autre, mais le roi les tient en équilibre pour mieux faire ses affaires. Cet équilibre des familles est particulièrement important pour le roi Louis XIV. Il va d'ailleurs tenter et réussir à équilibrer et même à unir, en particulier par des alliances familiales. Par exemple, Nicolas Colbert avait épousé Claudine Le Tellier, la sœur du futur ministre, chancelier. Donc il y avait déjà, c'était en 1628, bien avant Louis XIV, il y avait déjà dans ces milieux ministériels, où on voit d'être ministériel, entre ces familles, il y avait la possibilité d'alliance. Les Colbert seront, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont d'autant plus rivaux, seront proches donc des Le Tellier, et les Le Tellier des Lepelletier, dont nous venons de parler. Ils sont hostiles les uns aux autres. Colbert hostile aux dépenses, j'en ai parlé, voit pour la gloire du roi prêt à toutes les dépenses, et en particulier les dépenses militaires. Louvois va pousser le roi toujours plus à emprunter, content d'ailleurs et escomptant que la victoire du roi lui rapportera de bons traités avec des tribus et des impositions sur les vacus qui devraient racheter, compenser les sommes dépensées.
Saint-Simon dira donc que parfois l'ambition de ces ministres, les poussant les uns contre les autres, en venait à orienter la politique. Par exemple, il avance que Louvois, pour écarter Colbert, avait poussé à la guerre de Hollande. Il y aura des trêves entre ces ministres, des alliances. Colbert et Louvois s'uniront contre un outsider, Pomponne, chassé de son poste en 1675. Il sera remplacé par Colbert de Croissy, le frère du grand Colbert. Entre 1679 et 1683, l'équilibre est parfait. Vous avez 2 Colbert et 2 Letellier au sein du gouvernement royal. C'est une alliance, c'est un équilibre parfaitement réalisé, mais fragile. Fragile parce que Colbert est écrasé par le travail, Letellier, père de Louvois, est fatigué, est vieilli, et Louvois est le plus proche du roi, et il est son contemporain, ils ont joué ensemble quand ils étaient petits. C'est lui qui domine l'armée, le roi a quand même un faible pour le panache de son armée, et de fait, donc, Louvois est l'étoile montante, et Colbert plutôt une étoile descendante. En 1683, Louvois aura les mains libres et dominera, mais peu de temps. Il va disparaître une dizaine d'années plus tard, n'est-ce pas ? Ce que l'on peut remarquer, c'est que la centralisation, l'absolutisme centralisateur, a été réalisé par Colbert, et donc très rapidement, en 20 ans. Et Louvois a profité de cette centralisation. On doit reconnaître que le roi faisait confiance entièrement à Colbert, et que la puissance de travail de Colbert suffisait à toutes les tâches. Et donc, on avait là un ministre remarquable, remarquablement doué, une puissance de travail inégalée, et c'est lui qui a mis alors sur pied le gouvernement, le dernier type de gouvernement de l'Ancien Régime, royal de l'Ancien Régime. Songez que Colbert dirigeait les finances du royaume comme intendant en 1661, contrôleur général des finances en 1665, qu'il avait le soin de la marine depuis septembre 1661 et qu'il en sera secrétaire d'État en 1669, qu'il possédait la direction des bâtiments avec les belles lettres et les arts comme surintendant des bâtiments en 1664, qu'il possédait la direction des services de la maison du roi en 1669 et qu'il a même pendant quelques mois dirigé le secrétariat d'État aux étrangers en 1671. Une influence donc prépondérante, mais qui n'a jamais été absolue, puisque les Letellier, en gardant la main sur la justice, M. Letellier père et chancelier, et en prenant celle sur la guerre, Louvois, son fils, secrétaire d'État à la guerre, vont toujours être suffisamment puissants pour empêcher que Colbert soit le ministre principal. Il n'y a pas de ministre principal. Après 1683, après la mort de Colbert, après la mort de Michel Letellier, d'ailleurs 2 ans plus tard, en octobre 1685, il n'y aura pas de modification profonde au Conseil d'en haut. Louvois alors domine comme secrétaire à la guerre, il récupère la surintendance des postes, la surintendance des bâtiments, que les Colbert ne peuvent conserver. Il ressemble lui aussi à un ministre principal
mais il ne l'est pas, car se lève celle que l'on n'attendait pas, c'est la Maintenon, en 1689. Elle n'est pas... Elle n'agit pas, hein, Louis XIV est très clair là-dessus, les femmes ne doivent pas rentrer dans la politique, c'est une chasse gardée du roi et de ses ministres. Mais elle a malgré tout une influence, elle n'aime pas Louvois. Et donc, elle va en quelque sorte tout faire pour, par des conseils, détruire auprès du roi la réputation de Louvois. Elle était attachée à la famille Colbert, son fils, les filles de Colbert, les gendres, le duc de Chevreuse, le duc de Beauvilliers, qui se trouvaient d'ailleurs incarner une politique différente de celle de Colbert et de Louvois, une politique, on pourrait dire, plus ancienne, cette politique du parti des dévots, que l'on croyait supprimée, disparue avec la disgrâce de Fouquet, mais qui en fait continue à représenter très certainement un parti politique puissant au sein du gouvernement, même s'il n'apparaît pas qu'il ait influencé un retour vers la politique plus traditionnelle. Alors Beauvilliers, Chevreuse, Madame de Maintenon, il y a là comme une espèce de groupe de pression. Le duc de Beauvilliers va se retrouver à la tête du Conseil royal des finances en 1685. Il sera vraiment un agissant au sein de ce Conseil royal. Ça n'est pas une potiche. Il deviendra, preuve de sa bonne tenue, il deviendra précepteur du duc de Bourgogne, c'est-à-dire le petit-fils de Louis XIV et futur roi. Madame de Maintenon le soutient et de fait tente d'isoler Louvois. Ma présence gêne Louvois. Je ne le contredis pourtant jamais. Le roi lui a dit qu'il pouvait parler devant moi en toute liberté, dit-elle en décembre 1688. Madame de Maintenon venait au conseil d'en haut, en silence, elle était juste là. L'inquiet Louvois ne tient plus qu'à un fil, dira-t-elle en octobre 1689. De fait, guerre de la Ligue d'Augsbourg ne se passe pas bien. Il y a des erreurs stratégiques, mais surtout des erreurs psychologiques. La dévastation du Palatinat, on a voulu faire une opération terreur, mais de fait, effectivement, cette terreur a disqualifié les armées du roi. On dit que cette politique de terreur est digne du grand Turc, ce qui n'est absolument pas un compliment, pas comme aujourd'hui. Donc, le roi va garder son pouvoir, mais sans rayonner comme les Colbert et sans rayonner comme au tout début, n'est-ce pas, de son cavalier seul. Il meurt le 16 juillet 1691. Sa position était déjà affaiblie. Voilà. Quelle est la pratique de ces ministres avec
le roi Louis XIV, je vous indique un article de Jean Meyer, Louis XIV et Colbert, les relations entre un roi et un ministre au XVIIe siècle. Donc Jean Meyer est un spécialiste de la noblesse, hein, je vous rappelle. Alors, il y a une connivence entre le roi et ses ministres. Il y a une certaine vie de famille. Le roi est le père de ses sujets, il l'est d'autant plus de ses ministres. De fait, Colbert, plus âgé que Louis XIV, saura avoir une amitié avec le souverain. Peut-être parce qu'ils ont, le roi comme Colbert, reçu une éducation semblable. Ce ne sont pas des théoriciens, ce sont des praticiens. Leur éducation, ils l'ont reçue sur le tas. Ce ne sera pas le cas de Louvois, par exemple. Donc, dans le conseil d'en haut, sur les genoux de Mazarin, dans la tente du ministre du militaire Turenne, dans les officines, donc ça c'est pour le roi, dans les officines des notaires, des marchands ou des partisans, ça c'est pour Colbert. Louis XIV n'épargne pas, qui aime bien châtie bien. Colbert et Louvois sont régulièrement remontrés par le roi Louis XIV. Louvois ne se laisse pas faire, en particulier, il a un caractère très désagréable. Et cette dureté du roi vis-à-vis de ses ministres se retrouve des ministres vis-à-vis de leurs collaborateurs. Voyez par exemple Louvois écrivant à Dormois, son fils, en août 1681. Le roi a admiré le barbouillage du plan du bois de Verrières que tu m'as envoyé, et Sa Majesté a dit que cette saleté sentait bien son écolier, et ne sentait guère un surintendant des bâtiments qui aurait de l'esprit et qui ne voudrait rien faire paraître à ses yeux qui ne fût propre et tel qu'il doit être. Je te renvoie ce beau plan. Autant dire donc qu'il n'est pas très content. Ou encore, depuis mon départ, je vois que tu galopes fort les bâtiments et que mes courriers te trouvent toujours à Paris. C'est-à-dire que pour travailler et tenir cabinet, tu es encore pire que tu n'as jamais été. Si cela continue encore une semaine, j'y remédierai en t'ôtant ton carrosse. Les esprits de rien, donc c'est Dormois, ne trouvent rien à faire au milieu de beaucoup de travaux. C'est là ton caractère. Ou tu changeras, ou tu souffriras beaucoup. Alors, dureté qui nous paraît aujourd'hui inconcevable. Profonde amitié, donc c'est le maître mot de la correspondance entre Louis XIV et Colbert. Amitié. Ça ne se démentira jamais. Une amitié, mais qui n'est pas exclusive. Et on pourra trouver par exemple cette lettre de Louis XIV depuis Chantilly, envoyée à Colbert, 24 avril 1671. Je fus assez maître de moi avant-hier pour vous cacher la peine que j'avais contre vous, me parler de la manière que vous faisiez. J'ai eu beaucoup d'amitié pour vous. Profitez-en. Et ne hasardez plus de me fâcher encore, car après que j'aurai entendu vos raisons et celles de vos confrères et que j'aurai prononcé sur vos prétentions, je ne veux plus en entendre parler. Bon, manifestement, il insistait lourdement contre l'avis du roi ou contre la décision que le roi avait prise. Donc, cela dit, l'amitié de Louis XIV pour Colbert ne se démentissait pas, même s'il y avait un heurt dans la conception du gouvernement. Ces hommes travaillent en commun, un travail acharné. D'ailleurs, Louvois meurt d'apoplexie, meurt de fatigue, d'apoplexie ou de crise cardiaque. Ne croyez pas que mon amitié diminue, vos services continuant, mais il me les faut rendre comme je désire, et croire que je fais tout pour le mieux. La préférence que vous craignez que je donne aux autres ne doit vous donner aucune peine. Je veux seulement ne pas faire d'injustice et travailler au bien de mon service. C'est ce que je ferai lorsque vous serez tous
auprès de moi. D'où une sincérité et un travail, on pourrait dire, main dans la main, entre le roi et les ministres. Chaque jour, Colbert porte tout à la connaissance de Louis XIV. C'est ce que assure l'ambassadeur de Venise, Alvise Grimaldi. Colbert cherche alors à se rendre agréable au roi. C'est ce qu'il le dit dans sa lettre à Seignelay. Il s'applique à ce qui lui est agréable. Et comme l'assiduité auprès de sa personne peut assurément beaucoup contribuer à ce dessein, il faut se captiver et faire en sorte de ne le jamais quitter s'il est possible. Et donc continuellement, Colbert est en contact avec Louis XIV, soit de vive voix, soit par des écrits. Il y en a 3 types: des grands mémoires pour des affaires importantes, qui demandent de la réflexion et des explications, des notes pour des réponses immédiates, de simples pense-bêtes. Le roi reçoit donc ces avis de Colbert, et puis il réfléchit dessus, et puis ensuite il va en tirer la décision qu'il va prendre seul. Louvois donc qui domine entre 1683 et 1689, presque de façon incontestée. Travailleur de force, comme Colbert. Il lui arrive de passer entre 16 et 18 heures de suite à sa table de travail. Oui, écoutez-moi bien, vous qui êtes là, confinés, 24 heures sur 24, dans votre bureau d'études. 16 à 18 heures de suite, il travaille tout le temps, il travaille au bureau, mais il travaille aussi en voyage, il travaille dans les tranchées, puisqu'il est responsable de la guerre, responsable de l'armée, il suit les armées du plus près qu'il le peut, il a donc son bureau, son écritoire qui le suit, et puis au milieu des obus, il règle les affaires, il signe les arrêts, et il est donc souvent, pour la guerre de Dévolution, 1 jour sur 8, pour la guerre de Hollande, 1 jour sur 4 est passé auprès des armées. C'est un homme qui réfléchit ses décisions, qui les mûrit, et puis qui les exécute rapidement. C'est donc un vrai chef. Il s'est délégué, il va mettre sur pied toute l'administration de l'armée royale, qui est encore l'armée, on pourrait dire, qui sera encore l'armée de la République, victorieuse du monde entier, République et Empire de Napoléon, et ainsi de suite. Il est alors violent et brutal. Il avait cet avantage que Colbert n'avait pas. Il profitait de la pratique de Letellier, son père, grand serviteur de l'État. Il y avait donc déjà comme l'oreille du roi. Et puis donc, je vous l'ai dit, complice de jeunesse du roi, avec une grande intimité, il s'occupe de près de la santé du roi. C'est lui qui sera seul témoin au mariage de Louis XIV et de Madame de Maintenon. Donc, ce qui est une marque extrême de considération de Louis XIV pour son ministre. Et puis donc, la même formation intellectuelle, c'est le cartésianisme. On peut peut-être regretter cet accord trop profond entre le roi et son ministre. Car évidemment, si on est toujours d'accord, de par la formation, de par le caractère, alors on peut s'entraîner l'un l'autre dans ses défauts, dans ses excès. Et très certainement, les choix stratégiques mauvais qui ont été posés par le roi Louis XIV viennent de Louvois et d'une trop grande présence, une trop grande complicité donc entre le roi et Louvois, par exemple la dévastation du Palatinat dont j'ai parlé, et puis l'annexion des terres, n'est-ce pas, sans coup férir ces petits États que l'on a, qui ont constitué la politique des réunions. Bien, la disparition de Louvois, en tout cas, la montée de Madame de Maintenon va contribuer à changer la donne, et ce sera la troisième partie
Ce sera la troisième partie du règne personnel de Louis XIV. À partir de décembre 1683, Madame de Maintenon est mariée avec Louis XIV. Elle va tout de suite, elle n'a jamais trop aimé Colbert, qu'elle trouvait sans scrupule pour la religion. Et elle n'a pas tort. Par contre, elle va être toujours très proche et très considérant avec intérêt la famille de Colbert. À partir de ce moment-là, donc, le ministériel va être modifié. Louvois perd son importance et finit par disparaître. Le roi impose ses créatures qui souvent ne déplaisent pas, voire même plaisent à la Maintenon. C'est vraiment cette troisième partie ce que Saint-Simon qualifie le règne de vile bourgeoisie. De vile, c'est-à-dire de non noble. Et c'est bien ce que critique ce noble de race. Un règlement du Conseil, d'ailleurs, avait prévu, en 1673, de tenir à l'écart du Conseil la noblesse et les ducs et pairs. Le jugement de Saint-Simon n'est donc pas un jugement faux ou exagéré. Alors, dans cette nouvelle configuration, ou dernière configuration, on pourra remarquer ces quelques points. Donc, la survivance des dynasties de Louvois et de Colbert, Colbert de Croissy, Pontchartrain, demeure au Conseil d'en haut, Beauvilliers entre en grâce, n'est-ce pas, et commence à devenir lui aussi un des ministres les plus écoutés, le grand dauphin, on en a parlé. Colbert de Torcy, qui est le fils de Croissy, succède à son père, et ce sera un secrétaire d'État de bonne valeur en janvier 1689. Alors ces hommes de la deuxième génération sont plus jeunes que Louis XIV, ils ont moins d'expérience, bien sûr. Louis XIV, vraiment, est seul maître à bord. Il y avait la concurrence de ces grands ministres, Lionne, Colbert, Fouquet, Louvois, Le Tellier, après 1691 et la disparition du dernier de tous, c'est-à-dire Louvois, Louis XIV est un maître incontesté. Le roi est au bout de la table. Monseigneur à l'un de ses côtés. Monseigneur, donc, c'est le dauphin. Monsieur de Beauvilliers et Monsieur de Pomponne de l'autre côté. Monsieur le chancelier du côté de Monseigneur, mais laissant un siège vide entre Monseigneur et lui. Monsieur de Torcy est au bout de la table vis-à-vis du roi, qui lit les dépêches des ambassadeurs et en même temps les réponses qui ont été résolues au conseil précédent. Il s'agit là des mémoires de Dangeau, qui conseiller du Conseil royal, n'est-ce pas, assistait, comme petite main, n'est-ce pas, assistait à ces réunions. Allant croire, c'est l'époque où les étrangers, le secrétariat d'État aux étrangers, est principal, même avant les finances. De fait, les ministres sont surchargés de travail. Souvent, les décisions sont prises en dessous, par des commis, par des conseillers, dans des bureaux. De fait, le roi a trop attiré et l'administration ne s'est pas fortifiée autant que nécessaire pour faire face à toutes les affaires qui affluent maintenant au Conseil royal.
Alors les ministres ne cherchent pas à dominer, ils ne peuvent pas avoir d'ambition comme l'avaient Louvois ou Colbert. Ils essayent vaille que vaille de faire face à la tâche. Lepelletier n'aspire plus qu'à la retraite. Pontchartrain sera vraiment écrasé par sa charge financière. Croissy est passionné par la politique étrangère, donc il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Beauvilliers fait une grande homme honnête, n'est-ce pas, un homme désintéressé, mais c'est aussi un homme secret, le seul gentilhomme de race. Il apparaît un peu comme une survivance du passé, ou comme un être original. Et il se rabattra, n'est-ce pas, vers un autre original qui est Fénelon. Ce qui sera d'ailleurs maladroit, malheureux, parce que Fénelon va subir l'influence de Madame Guyon et va se retrouver sur la sellette comme quiétiste à partir de 1696. Beauvilliers, trop proche de Fénelon, sera malgré tout conservé par Louis XIV, par estime pour lui. Mais enfin, nous voyons qu'il n'y a pas de forte personnalité qui puisse vraiment rivaliser avec Louis XIV. En 1696, Colbert de Croissy décède. En 1697, Lepelletier se retire. Ils ne seront pas remplacés immédiatement. Donc c'est Torcy qui va prendre les étrangers. Chamillard qui va être contrôleur général. Et puis ensuite ministre, en même temps secrétaire d'État à la guerre. Chamillard qui n'était pas de bonne valeur d'ailleurs, c'est plus un compagnon de billard de Louis XIV qu'autre chose. Chamillard va être écrasé par la tâche. Il sera remplacé en 1708 par Desmarets, neveu de Colbert. Enfin, on peut signaler le secrétaire d'État à la Défense, Voisin, qui continuera sa carrière d'ailleurs ensuite sous la régence du duc d'Orléans. Les rapports alors entre les ministres et le roi sont fixés. Les ministres guident, conseillent, mais ils n'ont pas d'influence prédominante. Le roi garde vraiment la plénitude de son autorité. Une autorité d'ailleurs qui se fossilise un peu. On dira qu'il n'avait pas évolué avec son temps. C'est peut-être un peu trop facile, car Louis XIV est un esprit moderne et il a eu l'intuition et il a déjà mis en place des mesures qui annoncent le XVIIIe siècle. Ce n'est pas pour rien que Voltaire admire beaucoup Louis XIV. Et ce n'est pas pour rien que Louis XIV est comme une espèce de despote éclairé avant la lettre. En tout cas, c'est le lointain modèle, c'est l'idéal, n'est-ce pas, de ce qu'on appellera les despotes éclairés en 1750. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le rôle du Conseil d'en haut va décroître à la fin du règne de Louis XIV et que les grands serviteurs disparus, Louis XIV n'a plus trop de possibilités de choix. On rentre, et il vieillit aussi, donc il a moins de force pour tenir les rênes de l'État. On évolue, le gouvernement royal évolue vers une forme de gouvernement plus routinier. La monarchie tend à devenir administrative. Je vous cite Saint-Simon. Tout ce qui s'appelle affaires de finances, taxes, impôts, droits, impositions de toute espèce, tout cela est fait par le contrôleur général avec un intendant des finances, dont la fonction est d'être son commissaire. Si la chose est considérable à un certain point, elle est rapportée au roi par le contrôleur général seul. Tellement qu'il sort des arrêts du Conseil en finances qui n'ont jamais vu que le cabinet du contrôleur général. Donc le roi est dépossédé d'une partie de son pouvoir en matière de finances, mais il est dépossédé d'un pouvoir qu'il ne peut pas exercer, tellement ce pouvoir écraserait la puissance de travail d'un homme. Il est très ordinaire que les ministres qui assistent au Conseil royal des finances, avec votre majesté, n'approuvent les édits et les déclarations qui en portent le nom
et sont censés en émaner que pour les avoir entendus crier sous leurs fenêtres et les envoyer acheter comme le plus commun des gens. Par quoi le Conseil des finances n'est plus qu'un vain fantôme, et tous ceux qui sont d'autres fantômes, qui, à commencer par votre Majesté même, ignorent si, pourquoi et comment les choses les plus essentielles se passent en matière de finances, qui est uniquement aux mains despotiques du seul contrôleur général. C'est une lettre au roi de Saint-Simon qui date de 1712 et qui est intéressante parce qu'elle révèle de la pratique du gouvernement telle que, et en particulier des finances, telle qu'elle se fait à cette époque. Dans ses remontrances au roi, Fénelon écrit en 1694 : il est vrai que vous avez été jaloux de votre autorité dans les affaires extérieures, mais pour le fond, chaque ministre a été le maître dans l'étendue de son administration. Ils ont bien montré au public leur puissance et on ne l'a que trop senti. Et cette réflexion de Fénelon met le doigt sur ce qu'on appellera au XVIIIe siècle l'arbitraire ministériel. Il n'y a plus de distinction entre le gouvernement et l'administration. Le gouvernement est le fait de l'autorité, l'administration est le fait des inférieurs à l'autorité. Les 6 ministres sont devenus les têtes d'une administration. Et c'est là réellement l'évolution essentielle du gouvernement royal. L'habitude des survivances a joué un rôle certain dans cette routine administrative. La survivance, c'est-à-dire que ce sont des charges, c'est le secrétariat d'État, et donc, vous le savez, par la vénalité des offices, le titulaire d'une charge peut la léguer un peu à qui il veut, ou la vendre un peu à qui il veut, et de fait se présente son fils tout naturellement. Alors on est ministre de père en fils. Et de ce fait, on peut dire qu'il y a comme un manque de renouvellement, et donc forcément une tendance, on dira ça au XIXe siècle, à s'embourgeoiser. Bon, le dernier élément essentiel que l'on peut signaler, ça reste quand même, et on a suffisamment insisté dessus, cette puissance considérable du contrôleur général. Mais en fait, c'est la puissance non pas du contrôleur général, mais du contrôle général. Et c'est une puissance parce que c'est l'argent qui est devenu maintenant la première valeur dans le régime. Alors évidemment, tout est transformé dans ce sens-là. Et le contrôleur général des finances est devenu le personnage essentiel. Rien ne peut se faire s'il n'est pas financé par le contrôleur général. Le pelletier aura la haute main sur la monnaie, le commerce, les manufactures, les parties casuelles, les poudres et les salpêtres, les postes, les ponts et chaussées. Saint-Simon dira, le contrôleur général des finances est assimilé à un ministre principal. Qu'il aurait comme confisqué l'autorité royale à son profit. Bon, c'est la vie de Saint-Simon, il n'est pas le seul. On peut citer Fénelon, bien sûr, le duc de Luynes, Olivier d'Ormesson, Bossuet, qui déplore ce rôle accru et très certainement exagéré des finances.
Une dernière note sur quelques hommes de ce gouvernement central, n'est-ce pas, de ce gouvernement royal. Je voudrais aussi vous indiquer, dans la famille de Louvois-le-Tellier, le fils de Louvois, Barbezieux, qui meurt en 1701, qui s'occupe de la guerre. Claude Lepelletier, qui s'occupera des postes jusqu'en 1697. Et puis on peut signaler l'abbé de Louvois, qui meurt en 1718. C'est lui qui gérait la bibliothèque du roi, qui est l'ancêtre de la Bibliothèque nationale. En 1701, il n'y aura plus personne du clan Le Tellier à posséder un quelconque pouvoir au sein du gouvernement. Le règne se termine par cette domination donc du roi seul, entouré de ministres dévoués, comme je vous l'ai dit, mais non prestigieux. Le grand dauphin est rentré au conseil assez tard, il avait 30 ans, en 1691, il va rester jusqu'en 1710. On a peu de choses de lui au conseil d'Anjou. Beauvilliers, donc, Pomponne, qui sera disgracié par Louvois, Chevreuse, qui est un confident, mais sans titre. Voilà des hommes qui brisent un peu les dynasties. À la guerre, il y a une balance, on peut dire, qui est tenue par le roi, entre des conseillers officieux, Jules-Louis Bollet de Chanlay. C'est lui qui est, pourrait-on dire, le chef d'état-major du roi. C'est lui qui s'occupe des missions, des correspondances avec les maréchaux. Barbezieux, donc secrétaire d'État, va être trop ami du monde selon Saint-Simon et n'aura pas vraiment d'impact sur le gouvernement. Par contre, Vauban, commissaire général des fortifications, sera un conseiller écouté jusqu'à la fin. Louis XIV, en fait, est le vrai chef des armées. Et en réalité, cette tâche, pendant les deux dernières guerres, Ligue d'Augsbourg et succession d'Espagne, procure au roi entre 3 et 4 heures de travail en plus par jour. Voilà pour la guerre. Pour les étrangers, le secrétaire d'État Croissy meurt en 1696, donc ensuite Torcy jusqu'en 1699, mais Torcy ne sera jamais ministre d'État, donc il ne rentrera pas au Conseil d'Anjou. Pomponne, sa fille d'ailleurs avait été épousée par Torcy. Lepelletier, Beauvilliers et Chevreuse. Ces hommes sont des pacifistes, donc ils ne rentrent pas vraiment, peut-être, pourrait-on dire, dans la politique militaire, diplomatique de Louis XIV. Une fois que la paix de Ryswick est conclue, Lepelletier se retirera, n'est-ce pas, content d'avoir mis fin à cette guerre qui est une guerre d'échec, on pourrait dire, c'est-à-dire personne ne l'emporte. Louis XIV consulte plus à partir de la fin de 1700, mais il gouvernera toujours seul. Et puis enfin, pour terminer, vous avez les finances, Pontchartrain, qui est
l'homme de confiance du roi lorsque le roi part aux armées, comme en 1691 à Mons. C'est Pontchartrain qui a la signature du roi. Ministre d'État, il s'occupera de la maison du roi, de la marine, des manufactures, des haras, de la bibliothèque, des médailles, des académies. Enfin, donc, c'est une sorte de Colbert redivivus, ressuscité. Mais cette administration trop vaste fait qu'il ne suit plus les affaires en réalité. Il sera chancelier jusqu'en 1714. Et c'est son fils qui le remplacera à la maison du roi et à la marine, mais il ne sera même pas ministre d'État. Voilà, je vous parle rapidement de Chamillard, contrôleur général, en 1699. En fait, le roi avait le choix entre plusieurs personnages assez compétents, donc le Pelletier de Souzy, Comartin, d'Aguesseau, Voisin. Il a choisi Chamillard, c'est la seule nomination de complaisance faite par Louis XIV. Ministre d'État en 1700. Et là aussi, le roi avait le choix. Barbezieux, Châteauneuf, Pontchartrain fils. Il a préféré Chamillard aussi par amitié. Et enfin, secrétaire d'État à la guerre, il remplace Barbezieux en janvier 1700. C'est excessif, c'est beaucoup trop pour un seul homme. Cette faveur royale, en fait, est au détriment du gouvernement, au détriment de la France et du service du roi. Il n'a pas les talents qu'il faudrait, il n'a pas la puissance de travail. Il lui est impossible de gérer ces trois postes, pourrait-on dire, et très rapidement, il est obligé de multiplier des charges. 2 directeurs de finances en juin 1701, Desmarais et Fleuriot d'Armenonville. Il va créer en 1704 une charge de directeur général des vivres, états, fourrages, garnisons et hôpitaux militaires. Donc ça, c'est du côté du secrétaire d'État à la guerre. Puis 2 nouveaux intendants de finances en 1704. Et enfin, il cède son secrétariat d'État pour les correspondances en survivance à son fils. Il en était arrivé à 3 voire 4 heures de signature par jour, signer des papiers, simplement. Donc cet homme va supplier Louis XIV de le soulager de ses fonctions. Du coup, eh bien, la guerre de succession d'Espagne n'est plus menée d'une façon uniforme. Les maréchaux sont laissés à leur propre indépendance. Il n'y a plus de direction centrale qui vienne du secrétariat d'État à la guerre. C'est extrêmement handicapant. Les autres ministres, bien sûr, reprochent cela à Chamillard. Il est obligé d'abandonner le contrôle général à Desmarais le 20 novembre 1708. Le 9 juin 1709, l'opinion publique, les maréchaux coalisés contre lui font tomber le ministre Chamillard. C'est le premier ministre dans l'histoire du gouvernement royal à tomber sur un mouvement d'opinion. Lui et son fils. Voilà comment on peut conclure ces quelques notes sur le gouvernement de Louis XIV. C'est intéressant, en quelque sorte, de terminer sur cette chute de Chamillard face à l'opinion publique. C'est le symptôme, la révélation de la montée en puissance d'un monstre, dirait Bernard Failly. Naissance d'un monstre, l'opinion publique.
Alors, je voulais juste indiquer que l'administration dont nous parlons, cette administration centrale, est relativement peu importante. L'essentiel du personnel ministériel est pris parmi les maîtres des requêtes. Les maîtres des requêtes, en permanence, sont moins d'une centaine. En 1661, 72 maîtres des requêtes. En 1674, 80. En 1689, 89. Donc c'est une augmentation relativement mesurée. On a vu qu'on était passé de 2 à 6, puis 7 intendants des finances, mais il a fallu pour cela 60 ans. Il y a en tout, en 1673, 30 conseillers d'État. 30 conseillers d'État qui se répartissent ainsi: 24 hommes de robe, 3 d'église et 3 d'épée. C'est le règlement donc de 3 janvier 1673 qui impose cela. Alors la conclusion, c'est que nous sommes vraiment en présence de la création d'un État bureaucratique, mais qui n'a aucune mesure avec l'État bureaucratique que nous connaissons aujourd'hui, avec ses centaines de milliers de fonctionnaires. Oui, les ministres passent, et maintenant les bureaux restent. Oui, la routine s'impose avec le temps, et ça, c'est le propre de la bureaucratie. Oui, et alors ça sera valide après la mort de Louis XIV, désormais on va avoir de véritables bâtiments, des ministères, à Paris en particulier, mais déjà à Versailles, à partir de 1684-1685, une partie du château est réservée au travail des commis et des commissaires. On dit que le commis fait la charge, faire la charge. Que du coup, on se retrouve en présence d'un État qui ressemble à une machine. C'est Scudéry qui dit cela en 1663. Cette grande machine. Et l'ambassadeur Girolamo Venier, 6 grandes machines, composées de tant de rouages qui lui sont, pour la plupart, inconnus. Et là, il s'agit du contrôle général. C'en est devenu tel, n'est-ce pas, qu'il faut que Colbert transmette un mémoire des ordres à donner chaque semaine. Il fait cela pour Seignelay, qui est le secrétaire d'État à la Marine. C'est vers 1680. Cette méthode lui mettra insensiblement dans l'esprit tout ce qu'il y a à faire pour faire mouvoir cette grande machine de la Marine. C'est encore la même expression. Et Pontchartrain, nommé secrétaire d'État à la Marine en 1700, se trouve obligé de réunir ses commis régulièrement pour faire le point et de voir quelles sont leurs charges, leurs attributions. Les commis font leur rapport en quelque sorte. Et les réunir est nécessaire, alors Monseigneur possédera le général et le particulier de toute cette machine. C'est encore le même terme qui revient et qui nous permet de voir que, à partir du moment où un mot est là, un mot existe, un mot est forgé, c'est qu'il recouvre une réalité qui est déjà là, qui est antérieure. Les mots suivent les idées, ils ne les précèdent pas. Les mots suivent les idées traduisent la réalité, les mots sont dépendants de la réalité. Et cela est donc particulièrement
important pour notre propos, car vraiment on peut dire qu'avec cette évolution du gouvernement central sous cette politique personnelle de Louis XIV, on est entré dans l'ère des changements qui amènent à l'époque contemporaine et au nouveau rôle de ce que l'on appelle l'État. Louis XIV n'a jamais dit « l'État c'est moi », mais par contre ce qu'il a dit c'est que je passe et l'État demeure. Et de fait, l'État qui demeure, c'est cette grande machine de la bureaucratie.